Bonjour tout le monde. On va continuer la série d'exercices. On en avait fait l'exercice 1 et l'exercice 2. Aujourd'hui, on va essayer de voir l'exercice 3 et l'exercice 4, toujours dans le cadre de TD, la gestion des clés. Donc ici, vous avez un protocole qui s'exprime selon les étapes qui sont fournies sur le slide, entre les trois étapes. Alors, première question, c'est quelle est l'information partagée par A et B pour que ce protocole fonctionne. Deuxième question, quelles sont les informations conservées secrètes par chaque partie. Ensuite, on vous demande d'expliquer et de décrire ce fonctionnement de ce protocole, c'est-à-dire comment il fonctionne et comment les deux parties, en particulier B, arrivent à prendre connaissance de la clé K. Quatrième question, c'est quel est le type de clé que ce protocole permet de transporter. Et cinquième question, c'est on vous demande d'expliquer le fonctionnement d'une attaque de type man in the middle, dans le milieu, sur ce protocole. C'est-à-dire, vous prenez ce protocole et vous allez voir comment on peut injecter l'attaque de l'homme au milieu. Donc ça, c'est l'objet de l'exercice en cours qui consiste à mettre en œuvre un protocole qui permet de partager une clé secrète entre deux partenaires A et B. Et donc, première question, c'est naturellement quelle est l'information qui est partagée entre les deux partenaires. Et bien entendu, la question qui suit, la deuxième, c'est-à-dire les deux sont liés, quelles sont les informations conservées secrètes pour chaque partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours dans le même esprit qui ressemble beaucoup au protocole de Diffie-Hellman. Donc ici, quelle est l'information qui est partagée pour que ce protocole puisse fonctionner? Et bien entendu, quelle est l'information qui doit rester secrète entre les deux partenaires, bien entendu, pour qu'une tierce partie ne puisse pas prendre connaissance automatiquement de la clé secrète qui va être partagée par la suite. Donc, j'attends vos propositions. Donc, quelle est la première question? C'est quelle est l'information partagée entre ces deux partenaires A et B. Je vous écoute. Alors si on voit, il suffit juste d'analyser le protocole et de voir quelles sont les informations qui sont implicites. Et c'est ça l'information qui doit être partagée a priori. Donc si vous voyez le protocole, à chaque fois, ce qui est envoyé, la valeur qui est envoyée de A vers B ou bien de B vers A, c'est quoi? C'est à vrai dire une valeur modulo P. Donc ce que vous regardez, on n'envoie pas P, mais par contre, on envoie une valeur qui est calculée grâce à ce modulo P. Donc, quand le partenaire va recevoir cette information, lui-même va faire un calcul modulo P. Ça veut dire que, implicitement, la valeur de P, ça doit être une valeur qui est partagée entre les deux partenaires. Donc ça, c'est ce qui permet de répondre à la première question, qui consiste à dire quelles sont les valeurs, quelle est l'information partagée entre les deux partenaires A et B. Donc, vous voyez que la réponse, c'est un nombre premier. Naturellement, le nombre premier, donc, comme le protocole de Diffie-Hellman, ça doit être une valeur qui est assez grande. Parce que si vous vous rappelez, dans ce qu'on a vu déjà avec le Diffie-Hellman, ce qu'on a vu dans le cours et ainsi que dans
l'épreuve de test, on a vu que quand il y avait des petites valeurs, on pouvait toujours faire le calcul des différentes valeurs et on peut toujours trouver le secret directement. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est pour avoir le problème du logarithme discret, c'est d'avoir une grande valeur de P. Et là, quand tu as une grande valeur de P, il est difficile de faire le calcul dans un temps raisonnable. Donc, le calcul, on peut toujours le faire, mais ce qui est difficile, c'est de le faire dans un temps raisonnable. C'est-à-dire que tu dois tester un nombre de valeurs qui est assez grand, très très grand, pour pouvoir arriver à la solution, chose qui n'est pas possible dans le cas où P est très grand. Et donc, ça nécessite beaucoup d'informations, beaucoup de calculs entre-temps. Alors, deuxième question. Donc, par rapport à ce protocole, on vous dit, donc on a vu la partie partagée entre les deux. Là, maintenant, l'autre partie qui doit être, je dirais, secrète, quelle est la partie secrète qui est gardée secrète par les deux partenaires A et B? Donc, on a les trois étapes qui ont été décrites précédemment. Maintenant, qu'est-ce qui est, je dirais, gardé secret de part et d'autre lors de l'échange de l'information entre les deux partenaires A et B? Donc, il suffit de regarder le protocole. Vous allez automatiquement deviner d'une manière implicite, directe, quelles sont les informations qui doivent être gardées secrètes. Vous pouvez le déduire vous-même directement. Si vous allez voir qu'il y a des informations qui sont utilisées par A et des informations qui sont utilisées par B, sauf qu'elles ne sont pas transmises à l'autre partie, c'est-à-dire que chaque partie, elle va utiliser une information, mais qu'elle ne va pas transférer à l'autre. Et donc, il suffit juste d'analyser le protocole tel qu'il a été donné. Donc, si vous voyez A au départ, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va prendre K et il va mettre K à la puissance 1 modulo P. Et d'une manière symétrique, cette valeur qui est reçue par B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cette valeur K à la puissance A, il va la mettre aussi à la puissance B, petit b. Et donc, si vous regardez le fonctionnement de cette protocole, donc les informations secrètes, c'est quoi? Alors, j'attends la réponse de votre part. Oui. Monsieur, K, A et B. Vous êtes deux à ouvrir le micro. Lequel qui va parler? Bougenon ou c'est lequel? C'est K, A et B. C'est uniquement A et B. Oui, la clé K sera déduite. C'est uniquement A et B. Je Oui, pense parce que K, oui, on la calcule, Oui. Il y a. Donc A et B. C'est pas uniquement A et B. Lina Sba, elle a donné la bonne réponse. On t'écoute, Sba. C'est A et B et leur inverse. Bien entendu, parce que dans le processus de calcul, si tu analyses ton processus, tu vois qu'il y a effectivement l'utilisation de A et de B, mais il y a aussi l'utilisation de A-1 et de B-1. Donc ça, c'est les informations qui doivent être gardées secrètes pour qu'on n'en puisse pas découvrir, je dirais, le processus qui permet effectivement de calculer la clé secrète. Donc les informations secrètes sont A et B. Et là, je donne juste une petite précision. C'est A et B et leur inverse modulo P-1. À votre avis, pourquoi qu'on a mis les modulo P-1 et pas modulo P?
ça, je vais vous rendre un peu, je vais vous renvoyer un peu au module arithmétique modulaire. Donc, les inverses sont calculés modulo P-1 et ce n'est pas modulo P. Alors ça, c'est une propriété qui existe dans l'arithmétique modulaire. Si tu as x à la puissance a égale à x à la puissance b modulo p, alors ça implique que les exposants a et b sont égaux modulo p-1. Et ça, je vous laisse le soin de vérifier ce théorème qui permet de dire que l'égalité de deux exponentielles modulo p, les exposants sont égaux modulo p-1. Ils ne sont pas égaux modulo p. Donc, ils sont égaux modulo p-1. Donc, ça, c'est la propriété qui existe au niveau de l'arithmétique modulaire. Donc, je vous invite à revoir cette propriété qui existe dans l'arithmétique modulaire. Alors, on passe maintenant à la question suivante. Donc, puisque l'exercice comprend plusieurs questions. Troisième étape, décrivez et expliquez le fonctionnement de ce protocole. En particulier, dites comment B retrouve la clé K. Alors, quelle est votre réponse à ce sujet? Donc, je pense que la description, elle est simple quand même, elle n'est pas très compliquée. Donc, il suffit de reprendre le protocole et d'expliquer le fonctionnement. Tu commences à expliquer les étapes du début jusqu'à la fin. Bien entendu, ce qui n'est pas dans le protocole, ce qui n'est pas expliqué, c'est beaucoup plus la dernière question, c'est-à-dire en particulier, dites comment B retrouve la clé K. Donc, c'est ce qui n'est pas expliqué dans le protocole, c'est-à-dire ça, c'est une partie qui a été omise volontairement pour dire que vous devez réfléchir, pour dire comment on arrive à terminer le protocole. Donc, ce protocole, si vous l'analysez, vous voyez que au départ, A, il va choisir lui-même K. C'est ce qui est fait, étant donné qu'il fait un calcul K à la puissance A. Ça veut dire que A, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir la valeur de K, et il va choisir un secret petit a, et il va calculer K à la puissance A modulo P, et il l'envoie vers B. B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer, et il va choisir un nombre secret qui est petit b, et il va prendre la valeur qu'il vient de recevoir de A, il va la mettre à la puissance B, toujours modulo P. Et il va renvoyer à A l'information. Alors A, quand il reçoit l'information, si vous regardez, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre cette valeur, il va la mettre à la puissance 1-1. Donc, quand il va la mettre à la puissance 1-1, donc par le processus de calcul exponentiel, ça veut dire qu'il va éliminer le A qu'il a utilisé au départ. Et donc, la valeur qui va revenir à B, qu'il va renvoyer à B, ce n'est autre que K à la puissance B. Quand K à la puissance B revient à B, c'est l'idée de B, qu'est-ce qu'il va faire? Pour retrouver K, il faudrait qu'il neutralise l'exposant petit b. Pour neutraliser l'exposant petit b, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire tout simplement l'information qui est K à la puissance b, il va la mettre à la puissance b-1. Donc le b il va se neutraliser avec b-1, d'où petit b va retrouver cette clé qui a été choisie au départ par A, et donc B va prendre connaissance de cette clé. Et donc là, pour vous schématiser ça, on peut dire tout simplement, ce protocole, vous pouvez le modéliser par quelque chose de la réalité. C'est-à-dire que c'est comme si que A, il avait un secret. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a pris le secret, il l'a mis dans un coffre. Et donc, dans ce coffre-là, il a mis un cadenas. Le cadenas, c'est quoi? C'est le petit a. Il a envoyé ce coffre vers B. Alors, B, qu'est-ce qu'il a fait? Il va revenir
il va prendre ce coffre, il va lui rajouter un autre cadenas. C'est comme si un coffre avec deux cadenas. Donc, il va mettre son cadenas. Donc, le coffre qui contient la clé, il est avec deux cadenas. Et B va renvoyer le coffre avec les deux cadenas, c'est-à-dire le cadenas de A et le cadenas de B. Une fois arrivé chez A, qu'est-ce qu'il fait? Il va enlever son cadenas. C'est l'action qui consiste à mettre K à la puissance A à la puissance B et tu vas le mettre à la puissance A-1, donc tu neutralises le A. C'est comme si tu as enlevé A, enlevé son cadenas. Ensuite, B, quand il va recevoir le coffre, il va contenir uniquement son cadenas. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever lui-même son cadenas, donc ça lui permettra d'ouvrir le coffre et hop, il va prendre connaissance de la clé K. Et donc, de la sorte, on arrive effectivement à avoir l'échange de la clé secrète entre A et B. Au départ, c'est A qui l'avait choisi, mais par la suite, B, avec le protocole, il peut prendre connaissance de cette clé. Donc ça, c'est le fonctionnement de ce protocole. Donc, on peut le modéliser par un coffre à double cadenas. Et donc, le premier, il va mettre son cadenas, ensuite le deuxième va mettre son cadenas, ensuite le premier qui va enlever son cadenas et le deuxième va enlever le cadenas. Et du coup, il arrive à trouver la valeur qui est contenue à l'intérieur du coffre, qui est K. Et donc, ça, c'est un moyen de voir les choses concernant ce protocole. Donc, c'est le moyen qui permet d'expliquer, vous pouvez l'expliquer par d'autres. Oui. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, parce qu'il y avait une petite coupure instantanée. Ok, parfait. Donc, est-ce que vous avez écouté la réponse? Ça, je ne le sais pas, parce que pendant ce temps-là, il y avait une petite coupure d'Internet. Et donc, la réponse, je répète, c'est comme si on imagine un coffre à double cadenas. Donc, A, il choisit la clé secrète, il la met dans le coffre, il met son cadenas, il l'envoie à B. B, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre aussi de son deuxième cadenas, il va retourner ça à A. A, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son cadenas et il remet à B. B, il va enlever, il va retrouver uniquement son cadenas, il va l'enlever, ce qui lui permettra d'ouvrir le coffre et hop, il va prendre le secret. C'est un peu ça, la modélisation de ce protocole qui, au départ, a choisi la clé secrète, il l'a mis dans le coffre, et par la suite, donc le coffre, c'est quoi? Ce n'est autre que la valeur, vous la mettez qu'à la puissance A modulo P. Donc, c'est comme si vous l'avez mis dans un coffre. Le coffre, c'est quoi? C'est l'exposant secret plus le modulo P, ce qui permettra de ne pas connaître cette valeur de K, parce que ce qu'on reçoit, on reçoit K à la puissance A modulo P. Et B, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va encore coder cette valeur en mettant cette valeur K à la puissance A modulo P, il va la mettre K à la puissance A à la puissance B modulo P. Et c'est comme ça que les choses vont se réaliser entre les deux partenaires. Et à la fin, B peut prendre connaissance de cette clé de session. Alors maintenant, on passe à la question suivante qui consiste à dire ce protocole, qu'est-ce qu'il permet de transporter comme type de clé? Je suppose que la réponse est immédiate et imminente. Vous devez avoir la réponse automatique parce que c'est en fonction du calcul, du processus de calcul qui est réalisé. Donc, c'est quoi le type de clé qui est fourni par ce protocole? Je vous écoute. Bon, je vous rappelle, c'est un TD, un travaux dirigés, ce qui voudra dire que c'est moi qui dirige le TD, c'est pas moi qui fais le TD. Théoriquement, c'est à vous de faire le travail nécessaire. Moi, je ne suis là que pour vous aider à trouver la solution. C'est pas l'inverse. Parce que là, si vous ne réfléchissez pas, ça ne vous permettra pas d'avancer. Donc, en général, si on veut avancer, c'est de réfléchir et de voir les choses, même si on se trompe,
ça vous permettra effectivement de corriger vos erreurs et de corriger un peu les propositions que vous faites. Ça vous permettra de développer votre esprit de réflexion par la suite. Donc, c'est ça le but d'un TD. C'est pas de plaquer des solutions directement, ça n'a aucun intérêt. Donc, on peut plaquer toutes les Monsieur, solutions, mais l'étudiant ne pourra pas apprendre beaucoup de choses. Donc, pour apprendre, la première des choses, c'est d'avoir des tentatives. Ça veut dire que lui, il doit essayer et de faire les choses, c'est-à-dire de réfléchir. Donc, pour essayer, on a besoin de réfléchir. Donc, on a un texte sous les yeux, on essaye de le comprendre et on essaye d'y répondre aux questions. C'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. Donc, ici, si on voit clé le clé de protocole, session, monsieur. comment? Clé Clé de session. symétrique. Je n'ai pas entendu parce que vous avez parlé tous les deux ensemble. Donc, vous choisissez Ma'alou ou Silkal dans l'ordre. Clé de session, monsieur. Clé de session. Non, non, on parle, ça c'est un problème récurrent qui arrive en informatique. À chaque fois que vous avez un exercice ou un problème, il faut lire l'exercice et comprendre le texte. Ça, c'est important. Donc, ici, on vous dit, c'est pas quel est l'objet de ce protocole. L'objet de ce protocole, c'est de partager une clé de session. Mais ici, on vous dit quel type de clé. Donc, quel est le type de clé qui va être échangé grâce à ce protocole? C'est important de comprendre les questions. Parce que les questions, si tu comprends la question, ça veut dire que tu sais qu'est-ce qui est demandé. Et donc, tu essaies de réfléchir dans ce sens. Et donc, là, on n'a pas dit quel est l'objet de ce protocole, c'est-à-dire quel est le but de ce protocole. Si je disais quel est le but de ce protocole, c'est vrai. Tu peux me dire, le but de ce protocole, c'est échanger une clé de session. La question ici, elle est différente. Ça consiste à dire quel est le type de clé que ce protocole permet de transporter. Et donc ici, Clé symétrique. non, la clé de session, c'est normal qu'elle est symétrique. Parce que la clé de session, c'est quoi? C'est que les deux partenaires vont partager une clé entre eux. Donc, ce qui permet de dire c'est une clé symétrique. Mais là, le type de clé qui est partagé, c'est quoi? C'est n'importe quel type qui va être utilisé pour peu que cette clé doit être inférieure à P. Parce que ce qu'on regarde à l'intérieur, toutes les valeurs qui sont utilisées, elles sont utilisées modulo P. Ça veut dire que là, dans tout le processus, K, tu peux le choisir de n'importe quel type pour peu que sa valeur soit inférieure à P. Ça veut dire que ça peut être un entier, ça peut être un réel, ça peut être une chaîne de caractères, etc. L'essentiel, c'est qu'il soit inférieur à P. Donc, puisque toute l'information au niveau de la machine, elle est codée binaire. Donc, cette valeur qui est codée binaire, tu peux toujours la comparer par rapport à P. Donc, ici, la réponse est la suivante, c'est qu'il peut transporter tout type de clé, peu importe. C'est une chaîne de caractères, c'est un entier court, etc. Peu importe. L'essentiel, la condition, c'est pour avoir la clé et retrouver la clé, c'est d'avoir toujours K qui est choisi, il doit être toujours inférieur à P. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le calcul modulaire à l'exponentiation et ensuite on fait l'exponentiation inverse, on arrive à trouver le vrai K. Il faudrait que dès le départ, que K soit inférieur à P. Alors, dernière question, là aussi, ça nécessite de comprendre un peu le mécanisme et comment injecter l'homme du milieu, c'est-à-dire comment l'homme du milieu peut s'interférer entre les deux partenaires pour arriver à avoir une attaque du type l'homme du milieu. C'est-à-dire qu'il va y avoir entre A et B, donc classiquement ce qu'on dit c'est Alice et Bob. Donc Alice et Bob, tu peux avoir Charlie qui est le méchant qui peut être entre les deux, et il va s'interférer entre les deux. Et donc son but c'est quoi? C'est de pouvoir partager, je dirais, entre autres, la clé partagée entre les deux. Donc lui, il va essayer de prendre connaissance pour donner l'illusion à A et B
comme s'ils sont en train de communiquer d'une manière confidentielle, mais réellement, ce n'est pas le cas. Et donc là, dans l'analyse, c'est quoi? Vous pouvez vous inspirer de ce qu'on a vu déjà dans Diffie-Hellman. Donc, dans l'algorithme de Diffie-Hellman, ce qu'il y a, il y a automatiquement l'introduction de l'homme de milieu qui permet d'avoir deux, à vrai dire, deux clés de session intermédiaires et qui vont donner l'illusion que Alice est en train de dialoguer avec Bob, alors que réellement, elle n'est pas en train de dialoguer avec Bob, elle est en train de dialoguer avec Bob via Charlie. Donc c'est ça le but de cette attaque au milieu. Donc automatiquement, il y a un intermédiaire qui, lui, ça lui permettra de capter les messages, de pouvoir les décoder pour prendre connaissance des messages et il va quand même, il va pas bloquer la communication, il va laisser la communication pouvoir passer de part et d'autre, donc ce qui donnera l'illusion aux deux parties, que ce soit Alice ou Bob, comme s'ils sont en train de communiquer entre eux d'une manière, je dirais, directe, mais réellement, ils ne sont pas en train de communiquer entre eux d'une manière directe. C'est tous les messages transitent par Charlie et Charlie prend connaissance de tous les messages qui sont échangés entre les deux parties. Et donc, il suffit juste de s'inspirer de la solution qu'on a déjà montrée dans le cours et TD, de la solution du l'homme de milieu de Diffie-Hellman, dont ici, dans ce cas, ça va être quelque chose qui est complètement, je dirais, similaire. Donc, ça veut dire que vous faites une légère adaptation de ce protocole en mettant d'une part A et B, et vous allez insérer le C entre les deux. Et à vrai dire, le protocole, ça ne va pas être un protocole entre deux partenaires, mais ça va être le protocole qui sera entre trois partenaires. C'est-à-dire que au lieu que Alice va échanger une clé avec B, elle va échanger une clé avec C. Et de la même manière, B, au lieu d'échanger sa clé avec A, il va l'échanger avec C. Et donc, du coup, on va se retrouver avec un système qui est à trois parties. Donc, le modèle est comme suit, c'est-à-dire qu'on a les trois parties, donc A et B, et vous mettez le C comme intermédiaire. Ensuite, ce que vous avez A qui va choisir le K, il va mettre K à la puissance A modulo P au départ, et cette information-là, elle sera interceptée par le C. Donc, le C, il ne va pas envoyer cette partie K à la puissance A vers B. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va choisir une nouvelle clé K' et qui va le mettre à la puissance C qu'il envoie à B. Ensuite, vous avez le C, quand il reçoit K à la puissance A, il va remettre K à la puissance C vers A. Et d'une manière aussi similaire dans le processus, vous voyez que vous avez le A, quand il reçoit K à la puissance AC, il va enlever son verrou, le petit a, donc il va remettre K à la puissance C vers C. Et inversement, le B, quand il reçoit K' à la puissance C, il va envoyer K' à la puissance C à la puissance B. Donc, regardez ici, à ce point-là, donc ce qui va se passer, c'est là, quand il reçoit K'C à la puissance B, il va envoyer son verrou de C, donc il renvoie K' à la puissance B. Et à partir de là, dans ce point ici, c'est que C va prendre connaissance de K. Pourquoi? Parce qu'il reçoit K à la puissance C, il enlève le C, donc en multipliant par le tout à la puissance C-1, donc ça va éliminer le C, donc il va prendre connaissance de K. Et donc la clé partagée entre A et C, c'est K. Et ici, à ce point-là, donc le C, c'est lui qui a choisi K',
Et par la suite, à ce niveau-là, au niveau terminal ici, le B qui va prendre connaissance, ici à ce point-là, le B qui va prendre connaissance de K'. Et du coup, on se retrouve avec un système où vous avez, à vrai dire, deux clés de session, l'une partagée entre A et C, la deuxième partagée entre B et C. Et donc, là, ça va donner l'illusion à A comme s'il partage sa clé K avec B. Mais réellement, il ne la partage pas avec B, il la partage avec C. Et de la même manière, B, il va avoir l'illusion comme s'il partage la clé K' avec A. Mais réellement, il ne la partage pas avec A, il la partage avec C. Et du coup, par la suite, A, quand il veut envoyer des messages à B, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va utiliser la clé de session K pour envoyer ses messages vers B. Et comme C va intercepter les messages, donc dès qu'il reçoit un message qui est codé ou chiffré avec la clé K, il peut la déchiffrer. Pourquoi? Parce qu'il connaît K. Et donc, il a l'information, donc il prend connaissance de l'information. Ensuite, cette information, qu'est-ce qu'il fait? Tout simplement, il va la coder avec K' et il l'envoie vers B. Et du coup, B va recevoir une information en pensant que cette information provient de A. Réellement, elle provient de A, effectivement, l'information, mais elle a été interceptée au milieu et sans que B se rende compte que C a intercepté cette solution. Alors, là, pour terminer l'exercice, je peux vous poser la question suivante pour savoir est-ce que vous avez vraiment compris le message qui est à l'intérieur de ce protocole et quelle est la faille qui existe au niveau du protocole. Dans ce protocole, à votre avis, pourquoi qu'on a pu réaliser ça? C'est-à-dire qu'on a pu injecter l'homme du milieu et sans que ni A ni B ne se rendent compte. Il n'y a pas d'authentification. Effectivement. Donc, c'est le problème qui est posé. Tous les messages qui arrivent, on ne sait pas que c'est des messages qui proviennent réellement de Alice ou bien qui proviennent réellement de Bob. Et donc, comme les messages ne sont pas signés, donc automatiquement, on ne peut pas savoir si le message est authentique ou pas. Et c'est la faille qui est, je dirais, exploitée par C pour pouvoir mettre en place effectivement cette attaque du milieu. Et donc, l'idée pour éviter ce genre de choses, c'est l'usage de signatures ou l'usage de ce qu'on appelle les certificats pour permettre effectivement d'éviter l'attaque de l'homme du milieu. C'est ce qui est fait d'ailleurs dans, si vous regardez, c'est ce qui est fait dans le protocole SSL avec HTTPS. C'est l'usage de certificats et c'est comme ça qu'on évite qu'il y ait l'attaque du milieu. Alors on passe maintenant à l'exercice 4. Alors l'exercice 4, c'est le protocole qui s'inspire, qui est utilisé, c'est le protocole de Nedum-Schroeder, ce qu'on a vu dans le cours. Donc, il est utilisé par certaines versions de Kerberos. Je vous rappelle que Kerberos, c'est un serveur d'authentification qui est utilisé par Windows particulièrement. Et le protocole, on vous donne son fonctionnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez deux parties, A et B. Et ou bien ici, on les a dénotés par C et S. Ça veut dire que vous avez un client et un serveur. Et pour arriver à partager la clé, etc., on utilise ici un tiers de confiance qui est nommé T. Donc, si C veut communiquer avec S, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tout simplement, il va envoyer un message à T en lui disant, tiens, moi je suis C, je veux communiquer d'une manière, je dirais, sécurisée avec le serveur S. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, le tiers de confiance T, il va renvoyer une réponse à C qui est composée des deux éléments. Donc, il va lui envoyer l'information S et K. Donc, K, c'est quoi? Ça veut dire la clé de session qui est choisie par le tiers de confiance. Il va la chiffrer avec la clé de C. Pourquoi? Parce que ce tiers de confiance, à vrai dire, il a des clés
secrète qu'il partage déjà avec ses partenaires. C'est-à-dire que comme C, il fait confiance à T et S fait confiance à T, donc a priori, ils ont déjà des clés de session qui sont déjà partagées avec le T. Et donc, du coup, il arrive à envoyer le message SK qui est chiffré avec la clé de C. Et il envoie aussi C et K qui est chiffré avec la clé de S. Et donc, une fois arrivé à C, qu'est-ce qu'il fait? Il va transmettre uniquement la deuxième partie, puisque dans l'étape 2, il reçoit 2 messages. Donc, il prend le premier message qu'il peut déchiffrer lui-même, parce qu'il est chiffré avec sa clé. Donc, automatiquement, il peut le déchiffrer, il prend connaissance de K et de S. Et la deuxième partie, par contre, il ne peut pas la déchiffrer, donc il veut l'envoyer telle qu'elle est à S. Donc, ça, c'est le protocole tel qu'il est défini. Alors, donc ce protocole, on vous dit que c'est un exemple du modèle pool de distribution de clés. Alors, on vous demande de le transformer pour le mettre dans un modèle push. Alors, quelle est la différence entre le modèle pool et push? C'est, selon, si vous comprenez déjà le sens de, je dirais, du mot lui-même, vous arrivez à deviner ce que c'est. Donc, le modèle pull, c'est quoi? C'est de pousser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui-même qui va pousser la clé secrète vers le partenaire. Le modèle push, c'est l'inverse. Ça veut dire le push qui veut dire tirer. Donc, le C, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer la clé du partenaire vers lui. Et donc là, dans le modèle qui est décrit selon le modèle précédent, donc vous avez les 3 étapes, 1, 2, 3. Au départ, il demande à T pour avoir une clé de session et travailler avec S. Donc, il récupère l'information et ensuite, il fait parvenir d'autres informations à S. Donc, c'est ce qui est décrit dans le protocole. Et nous, ce qu'on veut faire, on veut le modifier pour le mettre dans le modèle push, c'est-à-dire il va lui-même, c'est pas lui qui va prendre connaissance de la clé et la transmettre à S, c'est l'inverse. C'est S qui va avoir la clé de T et ensuite il va la récupérer à partir de S. Et donc vous voyez le modèle qui change complètement entre le premier modèle et le deuxième modèle. Vous avez les étapes 1, 2, 3. Dans le deuxième modèle, vous devez, ça veut dire modifier le protocole selon ce type.